Je me rappelle, les gens me détestaient. J'allais lire les commentaires, c'était écrit le Hoop c'est bien, mais il faudrait que Hakim y parte. En vrai, moi je leur disais pas à l'époque, mais j'étais pas loin de quitter le groupe. Je me disais, attends, en fait là, je suis vraiment en train de les pénaliser de ouf là. Là, c'est ton premier film. Une pression de malade, t'imagines même pas. Je suis pas un mec qui se met la pression, j'ai jamais eu la pression en vérité. C'était pas comme les vidéos de Youp qui coûtent pas très cher et tout là, c'était vraiment beaucoup d'argent. De toute façon, je sais que j'ai toujours été plus à l'aise pour faire du drame que de la comédie. C'est plus facile que de faire rire les gens. À valeur égale, entre un rebeu, un Renoir et un blanc, à valeur égale, ils vont prendre le blanc. Hugo, je crois que c'est le mec qui a le plus cru en moi de toute ma life. Je m'appelle Hakim, enchanté. Ouais, ouais, merci. Alors voilà, moi, on va passer un petit moment ensemble. Je vais vous parler de moi rapidement. Avant de commencer mon sketch, je tiens à m'excuser parce que ce dont je vais parler maintenant, vous faites chier, monsieur? Non. Non, parce qu'il est comme ça. Ouais, vas-y, dépêche-toi, enculé, parce que tu me fais chier de ouf. Là, si je te fais chier, dis-moi lui. Hein. Ouais, c'était le tout début ça. C'est le tout début quand tu démarres, tu fais un peu n'importe quoi, tu dis un peu n'importe quoi. Je me suis pas vraiment intéressé à l'humour, tout a été fait un peu par hasard. J'ai jamais cherché à devenir quoi que ce soit ou à faire quoi que ce soit dans ma vie. Tout a été fait vraiment au fur et à mesure des rencontres, au fur et à mesure des expériences. Je voulais qu'on en profite pour revenir sur le tout début. Oui. Donc tu voulais être footballeur à la base. Ouais, comme beaucoup de mecs de mon âge, ouais. J'étais chaud, mais comme beaucoup de mecs de mon âge. Mais si je suis pas passé pro, c'est parce que j'étais pas si chaud que ça au final, tu vois. La vérité, c'est que les gens ils te disent ligament croisé, c'est vrai, j'ai fait ligament croisé, mais c'est pas ça qui a fait que je suis pas passé pro. Ce qui a fait que je suis pas passé pro, c'est parce que j'étais super jeune et que j'étais pas prêt mentalement et qu'il y avait des mecs plus forts que moi. Quand j'ai fait ça, j'avais 16 ans et demi. 16 ans et demi, 17 ans. Mais j'étais super jeune dans ma tête, quoi, tu vois. Donc j'étais pas assez fort mentalement comme les autres pour passer pro. Et puis la vérité, c'est que entre un rebeu, un Renoir et un blanc, à valeur égale, ils vont prendre le blanc. On a tous été victimes de ça, en vérité. Après, victime, j'aime pas ce mot-là, en vérité, parce que je le trouve un peu éclaté, mais on a tous, ouais, on a toutes et tous subi ce genre de choses, ouais, depuis qu'on est petit, ouais. On le sait, hein. On le sait qu'on n'a pas la même valeur sur le marché. Sur internet, il y a marqué qu'il y avait une prof qui t'encourageait aussi. Ouais, Madame Sichler, c'est vrai ça. J'ai eu son petit-fils il y a pas longtemps sur Insta, il m'a écrit. Ah ouais? Ouais, sa grand-mère, parce que je l'ai dédicacé souvent dans différentes interviews. Ouais, c'est vrai que c'est une dame, c'est une Alsacienne, une prof qui m'a donné de la patate un petit peu. Mais j'ai promis que j'allais la voir quand je retournerai en Alsace. Je crois qu'elle est un peu âgée maintenant quand même. Le premier sketch que j'avais fait, bah, c'était avec Madame Sichler, justement, cette dame-là. J'avais 10 ans, 11 ans, quoi. Je t'ai dit, en fait, j'étais un peu teubé, je comprenais pas tout et tout ce qui se passait à l'école et tout. Et un jour, en fait, pour me débloquer, elle m'a dit, bah, écoute, Hakim, tous les vendredis, tu vas venir, tu vas passer devant la classe et tu vas raconter ce que tu as envie de raconter. Elle n'en avait pas parlé à mes parents et tout. Vraiment, c'était entre nous, quoi, tu vois. Et je me rappelle à l'époque, tu te souviens, il y avait une émission qui s'appelait Graines de Star. Et il y avait un humoriste qui était passé qui s'appelait Maxime. J'avais repris un de ses sketchs qu'il avait fait à la Graines de Star, ouais. Première scène, c'était à Lyon. Après, j'en ai pas refait pendant au moins 3-4 piges. Mais c'était comment? C'était mortel. C'est pour ça que j'ai continué. À l'époque, à Lyon, sub de pub, parce que tu sais, il fallait faire des présentations devant des élèves. Et en fait, j'arrivais à faire rigoler parce qu'en fait, c'est là que je me faisais le moins chier, c'est là que j'avais un peu moins honte. Parce que j'étais très timide, je n'osais pas m'exprimer en public. Et pour faire passer cette timidité, bah, je mettais des blagues. Et le fait d'entendre les gens rire, bah, en fait, ça me calmait, ça me faisait du bien. Et du coup, bah, un jour, j'ai décidé d'écrire un truc et de passer en scène ouverte. Hein. C'est aussi simple que ça. Non, j'avais écrit un truc un peu à l'arrache, j'étais nul en plus, c'était nul à chier. Mais il y avait beaucoup d'impro et tout en plus, mais c'était la première fois de ma vie que je me testais sur scène, ouais. Mais ouais, parce qu'en fait, on me poussait beaucoup, on me disait, ouais, il faut que tu testes, vas-y, il y a ça. Et un jour, je suis tombé sur comment t'appelles ça, sur une genre d'annonce, tu vois. Je dis, vas-y, bah, on va tester pour voir ce que ça donne, quoi, tu vois. J'avais rien à faire. Ça marchait bien. Ça marchait. Ah ouais, si ça n'avait pas marché, j'aurais sans doute arrêté, à l'époque déjà. On va dire que j'ai jamais été aussi à l'aise que quand tu fais des blagues, quoi. Parce que pour raconter un truc sérieux devant les gens, j'avais un peu plus de mal, tu vois. Mais après, quand il fallait mettre des blagues, ça allait tout de suite un peu mieux. C'est pour ça qu'en fait, ce métier-là, c'est un des métiers les plus accessibles en vrai. Parce que t'as pas besoin de faire des études, t'as pas besoin d'avoir comme il dirait Snake, un background, je sais pas quoi. T'as besoin juste d'avoir écrit un texte et voilà, tu viens jouer devant des gens, c'est tout. Mais c'est vraiment pas compliqué. C'est peut-être pour ça que les gens pensent que c'est un métier facile. J'avais juste plus envie de rester à Strasbourg. De Strasbourg, je suis parti à Lyon. Avant, j'ai été au Canada pendant quelques mois aussi. Ensuite, je voulais aller à Paris parce que voilà, tout le monde me parlait de Paris et j'avais jamais été à Paris. J'ai découvert un peu Paris sur le tard, mais ouais, je voulais juste plus rester au même endroit. C'était tout. C'était ça, le seul objectif, c'était pas de rester au même endroit. On m'a donné à l'époque un plateau, et un jour on me dit, ouais, écoute, en fait, ce plateau-là, tu vas le faire avec Malcolm to the World. Moi, j'étais pas trop chaud et tout.
Moi, je connaissais pas Jérémy, on connaissait Hugo tout seul, Mister V, via leurs vidéos sur Internet, mais eux, ils se lançaient sur scène à l'époque aussi. Ils venaient au Paname, Malcolm, il les a mis sur le plateau, et puis de là, on est devenus très potes, et on a décidé de faire un plateau que entre nous d'abord. Et ensuite, on a monté le groupe. Mais on se connaissait pas, non? Non, on se connaissait pas. Tu te souviens de l'histoire du nom d'ailleurs? Pourquoi ça s'appelle le Whoop? Ouais, j'étais là. J'étais complètement là. C'était un soir où, en fait, le plateau, il a été annulé parce qu'il a neigé. Et on était posé sous un Porsche. Et à un moment donné, il y a un SDF qui passe, il nous demande une cigarette. On n'en avait pas. Il repart. Il revient. Il soulève son pull. Et c'est écrit Whoop. Et nous, à ce moment-là, on cherchait un nom pour le plateau. Et on dit, bah le Whoop, le gars, c'est le destin. Et le Whoop. C'est exactement ça la vraie histoire. Séchez les cours. Trop bien. Benoît. Présente. Isabelle. Présente, monsieur. Isabeau. Présente. Jérémy. Présente, quoi. Jacques. Présente. Le Whoop, hein, les débuts, hein. J'avais pas vu ce sketch depuis très longtemps. Ouais, c'est mortel, c'était la belle époque, ça, franchement. Enfin, on cherchait un concept, parce on avait fait une vidéo qui avait bien marché et tout, mais on se disait, ouais, en fait, il fait un concept récurrent, sur lequel on se prend pas la tête, mais qui fait que ça va prendre, et etc., etc. Donc, un jour, avec Yvick, on s'est posé au Paname. Et je venais d'acheter des Doliprane. Parce que j'avais mal à la tête. Et je sors la notice. Et j'ai dit, frérot, regarde la notice. C'est pas marrant d'appeler un concept la notice. Genre, la notice, on t'explique comment utiliser ça, comment faire ça, comment faire ça. Puis après, on a peaufiné. Et c'est comme ça qu'est née la notice. Moi, ma carrière, elle était inexistante. J'avais pas de carrière. Yvick, c'était déjà une rosta. Hugo, c'était une rosta de ouf. Malcolm, ça se passait bien. Jérémy, il sortait du Jamel Comedy Club. Youssoufa, pareil, Jamel Comedy Club. J'étais le seul, en fait, à n'avoir rien du tout. Mais ouais, moi, moi, je sortais des périodes difficiles. C'était la pauvreté abondante et tout, enfin, tu vois. Et donc, en fait, c'était mon seul projet qui pouvait m'aider à sortir à tête de l'eau. À ce moment-là, je me rappelle que c'est un pote à moi qui m'hébergeait. On vivait un deux dans un 17 mètres carrés jusqu'à que je touche mon premier chèque. C'est la haisse totale. Total. Les 2 premiers mois du Whoop, là, j'étais en galère. Je faisais le Whoop, mais je faisais d'autres plateaux aussi, donc c'est ce qui me permettait un peu de sortir la tête de l'eau, parce qu'on gagnait notre vie au chapeau à l'époque. Tu gagnais ta vie au chapeau, quoi, c'est pas grand-chose. Tu gagnais 30 € par plateau, 20 € par plateau, des fois beaucoup moins. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, quand on tourne pas ou quand on fait pas de scène, on n'a pas d'argent, hein. On n'a pas de salaire fixe, tu vois. Tu vois, il y a des mois, tu peux gagner beaucoup, il y a des mois, tu peux rien gagner. Je te jure que je sais plus pourquoi on a dit viens, on le fait. Je pense qu'on le sentait, tu vois, c'était un truc, on se kiffait, en fait, on était heureux d'être entre nous, tu vois. Mais je sais juste qu'on le sentait de le faire et on savait que ça allait cartonner. On savait parce que c'était la première fois en vrai où tu voyais une France comme ça réunie de jeunes qui font des blagues qui correspondent un peu à la jeunesse, tu vois. Il n'y avait pas de groupe où il y a des Rebeux et des Renois de partout, tout, enfin tu vois. En vrai à l'époque, en tout cas quand ça a pris, c'était ouais, on le ressentait quoi. Même dans notre salle, il y avait de tout, tu vois ce que je veux dire? Il y avait de tout. Je pense qu'il y a des gens, pour la première fois, ils allaient au théâtre, c'était un peu grâce à nous. Ils se sont dit, vas-y, on veut les voir en vrai, tac et tout. Enfin, des gens qui ressemblent un peu plus à ce qu'ils ont l'habitude de voir au quotidien. Donc je pense que c'est à ce moment-là aussi qu'il s'est passé un peu quelque chose dans les salles de théâtre. Le fait que ce soit des visages qu'on n'a pas l'habitude de voir, des gens issus un peu de l'immigration, de l'humour qu'on fait nous entre nous, mais qui n'était pas diffusé en télé ou autre. Enfin, personne ne faisait ça de ouf, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que on a quand même bien ramené la street. Et surtout, c'était marrant. La vérité, c'était vraiment marrant, hein. À l'époque, on était... Ouais. C'est ce qui fonctionnait. En tout cas, c'est ce qui nous faisait rire, nous, puis on se faisait gaulerie entre nous aussi, tu vois. La vérité, c'est qu'on s'aimait beaucoup. Franchement, c'est une grosse équipe, hein. Il n'y a que des mecs marrants, là. Ça a cartonné de fou malade, mais tout de suite, vraiment, il n'y a pas eu de... C'est aussi grâce à Hugo et Mister V, hein. Tu vois. Ça, faut être honnête aussi là-dedans. Moi, c'est aussi à eux que j'en suis là aujourd'hui. Tu vois, c'est des mecs qui me lancent en vérité, que ce soit Hugo ou Yvick, tu vois, c'est des mecs qui me lancent de ouf. Mais au début, quand j'allais lire les commentaires, la première vidéo qu'on sort dans la notice, c'était boire de l'eau. Mais moi, je me rappelle, les gens me détestaient. J'allais lire les commentaires, c'était écrit le Whoop c'est bien, mais il faudrait que Hakim y parte. Le Whoop c'est bien, mais Hakim, franchement, c'est en trop. Il y avait que des commentaires comme ça sur WAM. Et au début, c'est trop bizarre. C'est-à-dire que les 5-6 premières vidéos, les gens étaient super méchants, quoi. Mais vraiment super méchants, quoi. Ils captaient pas mon délire du tout. En vrai, moi, je leur disais pas à l'époque, mais j'étais pas loin de quitter le groupe. Je me disais, attends, en fait, là, je suis vraiment en train de les pénaliser de ouf, là.
Tu vois, je me disais, mais personne du groupe me faisait une remarque, et ils croyaient tous en moi, tu vois. Il y a personne qui m'a dit, ouais, t'es nul, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Au contraire, c'est pas, ça aurait été de mentir de dire ça. Ils ont tous cru en moi et tout, mais c'est vrai que les gens ne validaient pas du tout mon humour à l'époque. Ça a mis du temps avant de prendre. Du coup, volontairement, je me suis mis un peu en retrait au début. Et ensuite, ça a commencé à prendre, les gens ont commencé à capter, les gens ont commencé à kiffer et tout. Et puis là, je me sentais un peu plus en confiance, du coup, je suis revenu un peu plus dans les vidéos. Au début, c'était compliqué pour moi, vraiment. Mais ça, j'ai jamais dit ça en public, ça. C'est la première fois que je le dis. Ah ben, cruauté, laisse tomber. À l'époque, ça m'avait... En plus, moi, je connaissais pas trop ce monde-là et tout, tu vois. Mais je t'ai dit, vraiment, genre, j'étais gêné de ouf, quoi. Même, j'étais gêné par rapport aux autres, parce que vraiment, tout le monde aimait bien tout le monde. Chacun avait son truc, ouais, lui, il est bien, lui, il est bien, lui, il est bien. Et bam, ça tombait sur moi, c'était violent à chaque fois. Moi, c'était le moment là où j'étais, donc c'était là où je devais être, j'étais content d'y être, tu vois. Mais j'ai toujours su, je pense, réagir intelligemment, tu vois. C'est-à-dire que je me suis pas forcé à faire quoi que ce soit. T'as vu, j'ai pas forcé, hein. J'ai taffé dans mon coin, mais je me rends compte que j'étais très décalé par rapport aux autres. Sur un sketch décrit là sur YouTube, il y en a 300 qui ont été mis à la poubelle. Donc je pourrais pas te dire c'est quoi les thèmes, mais il faut savoir une chose, c'est que quand tu écris des trucs, 99% ça part à la poubelle. Mais vraiment, 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 c'est la réalité ce que je te dis. Quand tu veux aboutir à un truc d'efficace et tout, t'es obligé d'écrire en quantité. Surtout nous, on envoyait des épisodes chaque semaine. Je sais pas si tu t'en rappelles, on avait tourné un truc à l'époque qui s'appelle Punta Caira. On était vraiment parti là-bas, on était à Las Terrenas en République Dominicaine. On était parti, on avait loué une grosse villa et tout. On voulait faire cette fameuse télé-réalité et tout, etc. Et en fait, on tourne tout, on était trop contents, on avait charbonné comme des chiens. On écrivait et on tournait, on écrivait et on tournait, on écrivait, on tournait, on écrivait, on tournait. Vraiment, c'était en temps réel. On s'était dit, les gars, on charbonne, on charbonne, on charbonne, on charbonne, on charbonne. Comme ça, après, on a 2 jours, on est tranquille, on peut kiffer la plage et tout. Alors, on se met tous ça en tête, on charbonne comme des chiens, on ne sort pas de la villa, on bosse du matin jusqu'à très tard la nuit et tout. Tu vois, vraiment, on est tous à fond. On a fini. On est heureux. On sait que ce qu'on a là, en boîte, ça va marcher. On est tous très contents. Ah, on partait le surlendemain à Paris. On est à table en train de manger le soir. Il y a le disque dur posé sur la table. Et le disque dur et béton, il s'éclate par terre. Là, on se dit non, non. Et en plus, on a vu le mec, on va pas citer le nom, on a vu le mec qui a fait ça. Je dis, frérot, mais tu vas te faire tomber ce truc là. Il dit, non, non, mais t'inquiète pas, c'est pas grave et tout. Je dis, frérot, si, c'est très grave. Donc en fait, on s'est dit, parce qu'il était complètement détérioré, ça marchait plus, il marchait plus. Donc on s'est dit, merde, les images, on les a perdues. Donc on se dit, ouais, mais en France, sûrement, on va aller voir des gens pour pouvoir nous faire récupérer les images et tout. On s'est dit, les gars, soyons sûrs de notre coup, venez, on retourne tout. Et du coup, en fait, en 2 jours, même pas, en 1 jour et demi, on a retourné tout ce qu'on avait déjà tourné depuis le début de la semaine. On est resté 10 jours là-bas et on a tourné en 1 jour et demi ce qu'on a fait en 8 jours. On a bien fait de tourner parce qu'en fait, les rushs, ils étaient irrécupérables. Le Whoop travaille très dur pour réaliser un de ses plus grands rêves. Jouer devant toi. Ouais, bah ouais, ça c'était le moment où on a essayé de se professionnaliser un peu plus. Et on montait sur scène parce que on savait qu'il fallait convertir nos vues sur YouTube sur scène. On avait envie de faire les deux, quoi, tu vois. On avait un spectacle qui était vraiment, vraiment bien. Bon, en tout cas, moi, à cette époque-là, je trouvais ça vraiment bien, on kiffait et tout. On s'est dit, si on voulait passer un cap sur scène, si on voulait passer un cap sur scène, il fallait se professionnaliser, prendre un metteur en scène et puis faire les choses de manière carrée. Ce qui n'était pas notre cas forcément, tu vois. Donc on a décidé de passer un peu un step. Donc à l'époque, on avait fait appel à Luc Sonzoni. On a dit, vas-y, frérot, il faut qu'on réponde aux attentes des gens et tout, tu vois. Mais en vérité, on a bien fait de le faire parce que du coup, on a des souvenirs extraordinaires de répètes, de scènes et tout. Mais la vérité, c'est que être sur scène avec le Whoop, c'était vraiment compliqué. C'était pas toujours une partie de plaisir. Parce que les gens, ils s'en battaient les couilles de notre spectacle. Les gens, ils voulaient juste nous voir. Ils voulaient juste nous voir. On arrivait dans des salles, les gens étaient déjà debout. C'est-à-dire qu'il y avait une standing ovation avant même qu'on démarre le spectacle, tu vois. En gros, des fois, tu te disais, en fait, si je viens juste me faire une dédicace, c'était plus facile, quoi, tu vois. Mais ouais, il y a des soirs, on n'a quasiment pas pu jouer, quoi. Il y a des soirs, c'était vraiment la folie. Et le mec pour qui c'était pire, je pense, c'était Mister V. Parce que Mister V, c'était vraiment... En plus, avec le Whoop, ça l'a encore plus fait exploser, tu vois. Il était très connu avant déjà, et vu qu'il a toujours été très marrant. C'est que le Whoop, ça lui a donné une envergure un peu plus puissante, je trouve. Et du coup, il a explosé, mais comme jamais à cette époque, c'était grave, c'était une dinguerie. De voir Yvick monter sur scène, les gens étaient comme des dingues. Alors, mesquine, parce qu'en fait, on faisait un genre de plateau, quoi. On passait les uns après les autres, il y avait des intersketchs, on dansait et tout, laisse tomber. Et quand c'était autour d'Yvick, les gens, ils devenaient fous.
Mais c'est vrai qu'on a acquis un statut de boys band, un peu. À l'époque, c'était une dinguerie. Franchement, je sais pas si les gens se rendent compte de ça, mais même moi, des fois, je retombe sur des images, je dis waouh, quand même. À l'époque, on pouvait pas marcher dans la rue, hein. Les gens étaient comme des dingues, c'était un truc de fou. Les gens, tu sais, on prenait le van et tout, les gens, ils montaient sur le van, ils nous couraient après et tout. C'était une dinguerie. C'est un souvenir mitigé pour moi, le Bataclan. On était impressionnés parce que on voulait vraiment faire bien. On a vraiment charbonné comme des bâtards et je pense qu'on a fait 5 grosses dates. On était vraiment très heureux. Mais après, nous, on a été traumatisés un peu parce que juste après nous, il y a eu les attentats. Quand on a vu les images du Bataclan, on était en tournée, nous. Le soir, on finit une date, on arrive à l'hôtel, c'est Jérémy Detlo qui allume la télé, on tombe sur BFM et on voit en fait nos loges. Là, on était la semaine d'avant. Et on voyait une femme enceinte en train de s'agripper à une fenêtre. Mais c'était la fenêtre de nos loges. Donc nous, la semaine d'avant, on était là-bas et là, il se passait ça, on était choqués. On a pris une teutard, on a vraiment pris une teutard. De ouf. Ça aurait été un de mes plus gros souvenirs, je pense, scéniques, s'il n'y avait pas eu ça. Mais après, avec toutes les circonstances, je peux pas te dire j'en garde un bon souvenir de ouf parce que les gens qui étaient là, bah, ils sont morts en fait, tu vois. Et nous, on était avec eux. Parce qu'on répétait là-bas, on avait répété là-bas pendant quelques temps aussi. Donc on était souvent au Bataclan avec les gens qui se sont fait tirer dessus. Donc en fait, comment tu veux garder un bon souvenir de ce genre de choses, quoi, tu vois? Et c'est pas le. Moi, il y avait trop de gens à l'époque qui disaient ouais, putain, on aurait pu être là, à 2-3 jours près, on aurait pu être là. C'est pas ça que je dis, moi. C'est juste que j'ai été là-bas pendant longtemps et qu'en fait, les gens il y a des gens avec qui on a discuté du théâtre qui sont morts. C'est juste ça qui m'a tué, moi, tu vois. Et et cette femme enceinte, là, elle m'a traumatisé. Donc, ouais, c'était bien, mais en vrai. Donc, voilà, le souvenir, il est moitié-moitié. Je dirais un peu plus tragique que bonheur. Bonjour à toutes et à tous. Vous m'avez pas vu venir, je suis arrivé de derrière. Alors aujourd'hui c'est la première de En TT, ça veut dire qu'on va interroger les gens dans la rue sur les TT Twitter, les tendances. Ça veut dire quoi TT? Ça veut dire Trending Topics. Ça vite ma mère, c'est bien, genre les trucs que les gens parlent le plus. Est-ce que vous auriez un conseil à donner aux Français, par exemple aujourd'hui un conseil de manière globale à donner aux Français? Non, de manière globale, non. Je peux répondre sur une question précise, mais pas de manière globale. Sûrement pas, non. Laissez ça aux politiques. C'est des questions de politique générale, ça. Et moi, je ne suis pas compétent pour ça. Bah, vous m'avez mis à l'amende. En TT, franchement, en TT, c'est une idée d'Hugo aussi. Hugo, je crois que c'est le mec qui a le plus cru en moi de toute ma life. Hugo tout seul, ça c'est la vérité. Et en fait, je crois que c'est le mec que je faisais le plus rire au monde à l'époque. J'ai passé des soirées avec Hugo, mais juste à 2 ou 3, moi, Mike, Hugo, souvent on était ensemble, tu vois, on était posés. Et je faisais beaucoup rire Hugo, c'était un fan de mon humour, tu vois. Et moi aussi, j'étais super fan de ce qu'il faisait aussi. Il me tue de rire, ce mec et tout, en privé et tout. Même sur scène ou autre, mais en privé, c'était vraiment un assassinat à chaque fois. Et en fait, ouais, et Hugo, il a toujours eu plein d'idées pour moi. Il a toujours eu plein d'idées pour moi. Hugo, il voulait que je fasse mon bail, en fait. Tu vois? Et moi, j'ai voulu que je fasse mon bail, je voulais aussi le faire, tu vois? Et puis on s'est tous mis d'accord pour que vas-y je le fasse. Et parce que j'étais le plus à l'aise dans ce genre de truc, tu vois, j'avais pas trop honte à l'époque. Et après les QI, en fait, ça commençait à me gêner et tout, ça me saoulait et tout, ça marchait bien. Hein. Mais j'ai voulu passer à autre chose parce que c'était dur physiquement. Et après en TT, on a simplifié un peu le format. C'est devenu très populaire très vite. Je crois que c'est ça qui m'a fait un peu émerger de ouf. Moi j'ai toujours bien kiffé les gens, j'aime bien, j'ai toujours aimé rencontrer des gens un peu différents. Et du coup on allait souvent en République parce qu'en République c'est un peu la cour des miracles, tu vois. Il y a de tout, quoi. Il y a de tout, et du coup, on a tapé des grosses barres là-bas. Ouais, on s'est dit pareil, on s'est dit, vas-y, on en fait une fois par semaine. Parce que c'est toujours intéressant d'avoir la vie des gens en live, tu vois. Tout le monde a le droit à la parole dans TT, c'est ça que j'aimais bien. Je choisissais pas des gens en fonction de leur physique ou en fonction de, tu vois, de leur origine ou autre, je faisais parler tout le monde. Dès que les gens avaient envie de dire un truc, j'y allais, tu vois. Parce que en vrai, ce format-là, c'est les gens qui sont drôles. J'arrive à rebondir et tout, parce que j'aime bien, mais la vérité, c'est les gens qui sont drôles. Et là, tu te rends compte qu'on a quand même des beaux phénomènes dans la société, tu vois. Et c'est ça qui a fait le succès de la série, en vrai. Moi, j'ai eu de la chance parce que j'avais un TT. Et voilà, ça commençait à sentir la fin aussi de l'aventure, tu vois. Ça commençait à sentir la fin. On savait que ça allait s'arrêter. De toute façon, on savait que ça allait s'arrêter. Hein. Quand? On savait pas. Mais on savait à un moment donné que chacun allait prendre un peu son chemin, tu vois. On a arrêté les notices. Parfois, bah, tu t'es allé au bout d'un truc, tu fais ça, c'est bon. Tu vois, la notice, on en avait faite, refaite, ça y est, on est arrivé au bout, tu vois, un peu. On est parti en vacances, et on n'est plus jamais revenu. Peut-être qu'un jour, on fera des choses, mais c'est pas prévu, pas te mentir. C'est pas l'objectif.
On se connaît très très bien. Tu vois ce que je veux dire? On se connaît très bien. Même si aujourd'hui on se voit pas, je sais exactement comment ils sont. Après évidemment, il y a du temps qui est passé, ils ont changé et tout, bien sûr. Aujourd'hui on est en bon terme. J'ai encore eu Vic il n'y a pas longtemps là sur WhatsApp, Jérémy hier, Hugo hier. Enfin tu vois, on se parle tous, il n'y a aucun problème. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand il y a de la notoriété, bah c'est pas forcément une bonne chose. De l'argent, je t'en parle pas. Je parle même pas de nous forcément, tu vois. Ça clash pas parce que nous, ça n'a pas clashé en vrai. Il y a eu des petites embrouilles et tout comme tout le monde, on va pas nier, on peut pas dire le contraire. Quand dans un groupe, tu allies l'oseille, la notoriété et tout, ça fait pas bon ménage. Comment veux-tu que je crache sur une période pareille? Je cracherai jamais dessus et jamais de ma vie j'essaierai de m'en détacher. Si les gens m'en parlent, il n'y a aucun problème. C'est une période que j'assume complètement. C'est ça qui fait ma carrière, hein, moi. C'est ça qui me lance. C'est le truc qui me fait le plus de bien dans ma vie, moi. Je sortais d'une période archi sombre, archi dégueulasse. Je me sentais pas bien dans ma tête et tout. J'étais vraiment pas bien. En fait, ils m'ont un peu fait revivre, hein, c'est con. Hein. La vérité. C'est que ça faisait longtemps que je m'étais pas senti aussi bien dans ma peau, dans ma vie, dans ma tête. Et après, ouais, j'ai voulu faire mon spectacle. J'ai dit, vas-y, je fais mon spectacle solo. Et puis, je savais pas trop où ça allait aller, tu vois. Donc, j'ai redoublé vraiment beaucoup d'efforts de ouf. Vous êtes sûr qu'il n'y a aucun risque, hein? Fais ce que je te dis et tout se passera très bien. Docteur? Oui, c'est moi-même. Et j'ai très mal au ventre, ça me fait comme des coups de poignard. Bah, on peut peut-être essayer de vous éviter l'hosto. Et plus c'est Noël, non? Fais gaffe mon pote, tu sais pas dans quoi tu mets les pieds. Hein. Il a un bouchon qui lui obstrue le rectum. Est-ce que vous pourrez être un peu plus clair? Ça arrangerait tout le monde, s'il vous plaît. Il a de la merde séchée qui lui bouche le trou du cul et toi tu viens de lui proposer de le déboucher. C'est clair comme ça? Ouais, c'était mon tout premier film. C'était le tout premier film de toute ma vie. J'avais même jamais fait de petits rôles avant et tout à côté. Le premier film que j'ai fait, c'était Cache le rôle principal avec Michel Blanc. On m'a contacté pour faire le casting. Mais j'y suis allé, ouais, j'y suis allé. Et en fait, ça a bien marché tout de suite. Hein. Et du coup, bah, c'est Tristan Seguela, le réalisateur, avec qui j'ai fait Tapis depuis, avec qui je tourne un film là bientôt là. Et c'est devenu, ouais, c'est le premier mec. Après, c'est le mec qui m'a lancé, donc lui, je lui suis redevable à vie aussi. C'est le mec qui lance ma carrière cinématographique. À force de tourner des vidéos avec le Whoop et tout, etc., je me dis, ouais, il faut passer un step quand même, tu vois. On a fait plein de vidéos cool et tout, ça a bien pris, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe, donc vas-y, on va tester. Là, c'est ton premier film, c'est une pression de malade, t'imagines même pas. Je suis pas un mec qui se met la pression, j'ai jamais eu la pression, en vérité. Parce que le problème, c'est que là, c'était pas comme les vidéos du Whoop qui coûtent pas très cher et tout, là, c'était vraiment beaucoup d'argent. Je parle pas de mon cachet, je parle de ce que le film coûte. C'est-à-dire que là, il y a des gens qui choisissent d'investir de l'argent sur toi. Et si le film marche pas, bah, il y a peu de chances qu'après on investisse encore sur toi. C'est beaucoup de jours de tournage. C'est un travail super intense et tout. Il faut connaître tes textes par cœur. Parce que là, tu vois, en plus de ça, c'est Michel Blanc. J'ai bossé comme un, je la vérité. Ça veut dire que j'avais pris les dialogues, j'avais appris tout par cœur. J'étais super déterminé. Je savais que j'allais pas avoir 15 000 chances. Bah, en fait, je savais pas que je jouais devant autant de gens. Parce que là, tu joues pas devant tes potes, là. Là, on n'est pas 4-5 à, tu vois. Là, tu connais personne, là. Tu connais personne, il y a 40 personnes devant qui sont des techniciens et tout, et les prods, les distributeurs et tout qui regardent. T'as envie d'être bon, c'est compliqué, hein. C'est très compliqué, c'est une pression de malade en vérité. En plus, c'est ton premier jour et tout, il y avait du monde de ouf, ouais, c'était quelque chose, hein. Franchement, c'était quelque chose. Hein. Avec Tristan Seguela, on se connaît tellement par cœur maintenant sur un plateau de télé qu'il me fait quasiment plus de remarques. En fait, je sais absolument ce qu'il attend, et il sait ce que je vaux. Et c'est ton premier film, et pourtant, tu reçois un prix d'interprétation au Festival international du film de comédie de Liège. Ouais. Et t'es présélectionné dans la catégorie Révélation du César du meilleur espoir masculin. Exact. Si on avait dit au Hakim de 16 ans ce qui allait se passer là, tu aurais cru? Mais si t'avais dit au Hakim du début du Whoop même, tu vois ce que je veux dire? Non, évidemment que non, j'aurais pas cru. C'était une dinguerie ça aussi quand j'ai eu l'annonce en fait. Je me rappelle, j'étais au festival d'Arras et j'étais en interview. On m'appelle, on me dit ouais Hakim, faut qu'on te parle vite. Je pensais que j'avais fait une dinguerie, je sais pas quoi. Et en fait, je vois que les gens commencent à sortir leur téléphone. Il y avait même Manu Payet et tout qui présentait un autre film et tout. C'est Manu qui a la vidéo d'ailleurs, je crois. Et tout le monde commence à me filmer. Et là, on m'annonce que je suis présélectionné au César et tout. Et je savais pas. Et c'est Michel Blanc qui m'a fait l'annonce et tout. Et ouais, c'était une dinguerie. Après, il y a ma femme qui m'a appelé. Elle criait au téléphone. Des potos qui m'ont appelé, ils criaient au téléphone et tout. C'était une dinguerie. Je croyais pas. Après, j'ai regardé la liste. J'ai fait, oh putain, c'est vrai. Ah ouais, mais moi, de toute façon, je sais que j'ai toujours été plus à l'aise pour faire du drame que de la comédie. C'est plus facile que de faire rire les gens. Faire rire les gens, les gens s'en rendent pas compte. Mais ils s'en rendent compte qu'au bout d'un certain temps. Mais c'est bien plus complexe, c'est bien plus difficile au cinéma et surtout au cinéma.
Mais ouais, j'ai toujours su que j'avais des facilités là-dedans et je savais que le jour où j'allais le montrer, ça allait prendre. Mais ouais, maintenant, c'est moi qui reçois les scénarios avec mon agent, mes agents et tout. On lit, on regarde ce que je kiffe, ce que j'aime pas, on essaie de faire des choix. Et puis, on y va, ouais, on n'y va pas, tu vois. Mais c'est vrai que je suis assez sollicité, ouais. Grâce à Dieu. Alhamdoulilah. Et là, t'as un film qui est sorti la semaine dernière d'ailleurs. Ouais. Ici et là-bas. Exact. Bon, on m'a appelé, on m'a proposé le film. On parle d'un cum qui est installé au Sénégal depuis 15 piges, se fait expulser du Sénégal, mais qui a pas du tout envie de revenir en France pour des raisons personnelles. Et là-bas, pour refaire vite ses papiers sénégalais, on l'envoie chez le cousin de sa femme. Il a tellement vécu le racisme qu'en fait, il en fait un peu plus que les autres. Tu vois? Comme il en existe, hein. Des rebeux, des renois qui ont tellement été mis mal à l'aise dans leurs conditions de noir ou de rebeu. Vas-y, ils essaient de nier ce truc-là, tu vois. Comme nous, on l'a tous un peu vécu, en vérité, tu vois. Tout dépend des milieux duquel tu viens. Mais quand tu sors de ta cité et que t'es plus avec les gens qui te ressemblent, c'est un peu plus complexe. Parce que nous, on a grandi dans des cités et tout, où on était, comme tu le sais, que entre nous. Et du coup, quand d'un jour à l'autre, tu te retrouves dans un autre milieu, l'adaptation, elle n'est pas facile, hein. Elle n'est pas facile, c'est parce que tu te rends compte qu'en fait, c'est des gens qui t'aiment pas trop, qui te le diront pas clairement, mais qui te le font comprendre. Parfois, ils le disent clairement aussi. Ou en tout cas, parfois, on les surprend de dire des choses alors qu'ils pensaient pas que t'étais hal. Et donc, du coup, c'est difficile. Franchement, c'est difficile parce que t'as envie d'être intégré avec eux, mais en même temps, ça te ressemble pas. Et en plus, t'es jamais vraiment intégré. Quand toi, t'arrives à 22 ans, t'as traîné qu'avec les mêmes personnes. T'arrives dans un endroit où tu te trouves qu'avec des blancs qui n'ont pas du tout la même manière de penser que toi, et qu'eux, ils viennent des endroits un peu racistes. C'est pas la folie, hein, tu vois. Mais du coup, c'est marrant parce que le film que j'ai fait avec Ahmed, il traite de ça un peu. Ouais, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai accepté, et surtout parce que je kiffe le Sénégal aussi, de ouf. Ma femme, elle est sénégalaise, donc c'était une occasion en plus d'y retourner, et puis en plus, ça me parlait, et en plus, c'est marrant, mais les endroits dans lesquels on a tourné dans le film, c'est des endroits que je fréquente de base. Donc quand on m'a donné le plan de travail, qu'on m'a dit qu'on allait tourner là, je dis mais c'est pas possible, frère, c'est là-bas où je traîne. Tous les jours, il y a trop de formules de politesse, je deviens fou. Bonjour à tout le monde, au revoir à tout le monde, merci, c'est tout pour moi, après vous, après moi. Au bout d'un moment, c'est fatigant, ça devient un taf à temps plein, on fatigue. Ça, c'est la politesse de base, en fait. Moi, je comprends pas pourquoi tu vas être gentil tout le temps. Tu vas être aimé par les gens ou quoi? Je m'en fous des gens, c'est pas ça le problème. Voilà, non, mais c'est pas ça. arrête, et tu seras moins fatigué. Tu vas pas nous fatiguer aussi. Ouais, c'était HF, c'était un truc qu'on faisait pendant 1 an sur Canal+, on avait kiffé de ouf, c'était avec ma femme, dans l'émission de Mouloud Achour. Ouais, mortel, c'était mortel, c'est une belle époque ça. Mais moi, nous, on est des enfants un peu de Canal, tu vois. C'est-à-dire qu'on a Canal+, franchement, ils ont toujours été cool avec nous. Bien plus que les autres chaînes, ouais. Tu vois. On a toujours été libre, ils ont jamais relu un de mes textes, ils ont jamais dit non, ça faut pas, ça faut pas, ça faut pas, ça faut pas. On a toujours en tout cas moi, de mon expérience personnelle, j'ai toujours eu beaucoup de liberté chez Canal+. Travailler avec sa femme, c'est mortel quand même, je trouve. Pour moi, c'est un luxe, quoi, tu vois. Quoi de mieux dans la vie que de bosser avec sa femme? Ouais, on écrit ensemble depuis longtemps, tu sais, quand t'es deux humoristes, deux mecs dans le métier, entre guillemets, deux personnes dans le métier, t'es souvent avec l'autre, quoi, tu vois, tu l'aides à écrire, elle t'aide à écrire et tout, tu donnes ton avis, elle donne son avis et tout. Après, c'est pas une idée de dingue, hein, voilà, il y avait une actualité, et puis tu la traites rapidos en 1 minute, 1 minute 30. Ça va une petite pastille, quoi, tu vois. Je pense que j'ai plus appris d'elle qu'elle a appris de moi, en tout cas. Notamment sur scène. Elle a commencé un peu avant moi, Fadili. Elle a commencé un peu avant, mais je la trouve plus forte que moi sur scène, en vérité. Ouais, Fadili, elle fait partie de ces gens qui ont des acquis de ouf, tu vois. Qui ont pas des acquis, des facilités de dingue. Elle va avoir plus de facilité à faire rire les gens. Tu vois, quand elle monte sur scène, tu vois que c'est son dada, quoi. Tu vois qu'en vérité, elle est faite pour ça, 100%. Il y a des gens, ils ont dû travailler, moi, par exemple. Pour être à l'aise sur scène, j'ai dû beaucoup travailler. Elle avait besoin de moins d'efforts que moi, quoi, tu vois. Fadi, c'est assez naturel, quoi. Son énergie sur scène, sa patate et tout, ses vannes, sa manière de s'exprimer et tout, elle le fait depuis longtemps. En tout cas, moi, j'étais un grand fan déjà depuis. À l'époque, Fadi, j'avais découvert au Comedy Club, hein, comme tout le monde. Hein. C'est une source de motivation, parce que dans ma tête, je me dis, ouais, il faut que j'atteigne son niveau, à un moment donné. Après, on a évolué chacun différemment, quoi, tu vois. Moi, artistiquement, j'ai plus été à un moment donné plus conscient des choses. C'est-à-dire que j'avais plus envie de parler de choses un peu plus dures, tu vois, de la société et tout. Il y a des moments où je me suis réveillé dans ma tête, j'ai dit, mais en fait, c'est grave ce qui s'est passé là. Pourquoi j'ai pas réagi à ce moment-là? Et des fois, je deviens fou, des fois, je dors pas la nuit à cause de ça. Je me dis, mais comment j'ai pu faire le bouffon comme ça? Et en fait, toutes ces réflexions-là dans ma vie, dues à ma stabilité d'aujourd'hui, m'ont fait changer un peu Enfin, je suis toujours autant un gogol et tout, mais j'aime bien maintenant raconter des vraies choses, tu vois.
Peut-être qu'il y a ça qui a changé aussi, mais on évolue chacun différemment, tu vois, mais voilà, plus ou moins c'est ça, quoi, c'est ça que je voulais dire. Avec ma femme, on prend pas de douche à deux pour une autre raison aussi, parce que tu remarqueras que lorsque tu prends une douche à deux avec quelqu'un, t'en as toujours un des deux, et bien qui est seul au fond, qui a froid, mort, t'as vu, on dirait pas un migrant ce bâtard maintenant, frérot? Un migrant à qui on a coupé l'eau chaude, c'est grave, frère. Un jour, j'ai dit à ma femme, viens prendre une douche à deux comme tout le monde, je veux juste voir comment ça se passe. Elle est venue, c'est exactement comme je l'avais imaginé. Elle est toute seule sous le pommeau, et puis toute seule. Moi, je suis vraiment seul au fond, j'ai la rage d'être là, j'ai froid à mort, je tremble. J'ai du savon dans les yeux, on dirait un clochard, j'ai envie de tout niquer. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens son assistant shampoing. Ouais, bah écoute, c'est ça le spectacle, hein. Franchement, honnêtement, je comptais pas en faire un deuxième tout de suite, là. C'est pas dans l'objectif. Je t'ai dit, là, 2-3 dernières années, il y a des choses qui m'ont bien énervé de ouf. Et du coup, je me suis dit, en fait, faut que j'écrive un petit peu. Ça parle d'Israël-Palestine. Ça parle de mon fils. Ça parle de ce que c'est aujourd'hui d'être plus ou moins à l'aise financièrement, ou pas. Ça parle de la pauvreté et de la richesse. De comment est-ce que la France voit l'immigration aujourd'hui. Ça parle de plein de petits thèmes qui n'ont pas forcément été abordés encore, tu vois, par beaucoup d'humoristes. En fait, c'est des trucs dont on parle en privé, en général. En fait, le spectacle, j'aurais pu l'appeler privé. En vérité, c'est un peu ça. C'est que des thèmes qu'on aborde que soit entre nous, soit dans un petit comité, etc. Mais tu l'abordes pas en spectacle. En général, c'est des thèmes un peu tabous, quoi. Quand tu fais un sketch sur Internet, bah, ils peuvent tout sortir de leur contexte, les gens. Mais quand tu es sur scène, il y a des témoins, ils sont là. Tu vois, tu as fait 1 heure, tout le monde a écouté, ils ont écouté la première phrase jusqu'à la dernière phrase. Donc tu peux pas m'arnaquer. Tu étais là, regarde ce que je dis, j'ai dit ça, j'ai pas dit que ça, tu vois. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on vit dans un monde où il faut assurer... Enfin, avant de publier une vidéo maintenant, tu la fais regarder par plusieurs personnes, tu vois. Alors que sur scène, tu l'as écrit, tu sais de quoi tu parles, t'es pas forcément en impro et tout, tu vois, bon. Mais tu peux pas... Quoique les gens, s'ils veulent te trouver des noises, ils t'en trouveront. Mais la scène, ça reste l'endroit pour moi inattaquable. 15 mai au 1er juin, je suis au théâtre de Orsay, je suis content. Franchement, le théâtre, il claque sa mère. Après, je pars en tournée dans toute la France. Je suis content parce que franchement, c'est un spectacle, je pense que c'est... Bon, déjà, c'est mon meilleur spectacle en vérité. Je pense qu'il est plus abouti en termes d'écriture déjà. Plus abouti, il parlera à plus de gens et puis il raconte plus de choses. Et puis en vrai, je suis content de certaines trouvailles là. C'est pas comme à l'époque où tu montais sur scène parce qu'il fallait monter sur scène. Là, j'y vais parce que j'ai envie. En fait, ça fait du bien de parler, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait du bien de... Vas-y, on y va, go, c'est parti. Et puis après, que ça marche ou que ça marche pas, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, le but, c'est de se faire kiffer un petit peu.